Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais voulu savoir si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo de mes meilleures lectures de l'année 2021. Je sais que je le fais par exemple pour les jeux vidéo, je fais un bilan des jeux de l'année, mais là ce serait vraiment plus une vidéo concentrée sur les lectures qui m'ont marqué, les lectures que j'ai vraiment aimées, qui sont mes meilleures lectures 2021 tout simplement. N'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser. Je commence avec un recueil de poésie de la poétesse russe Anna Akhmatova, Requiem, Poèmes sans héros et autres poèmes. C'est le deuxième recueil que je lis de cette poétesse que j'aime beaucoup. Le premier c'était Les poésies d'amour aux éditions Circé que j'avais vraiment adoré, ça avait vraiment été une révélation pour moi de la poésie russe en général et plus particulièrement de Anna Akhmatova. Dans ce volume elle va parler toujours, donc on va retrouver un peu des poésies autour du thème de l'amour, de l'amant, avec une forte valorisation de certains souvenirs qu'elle a précisément à la campagne, dans sa maison de campagne, ou parfois aussi en ville. Après on va peu à peu plonger vers une phase plus de dépression, de désespoir, parce que Anna Akhmatova va perdre son mari qui va être exécuté. Et on va même plonger jusqu'à la guerre finalement, et où elle va par exemple témoigner du bombardement de Leningrad. Ce qui transparaît pour moi de ce recueil, c'est que j'aime toujours autant les écrits de Anna Akhmatova. On voit vraiment ce basculement de quelque chose d'assez joyeux, chaleureux, à quelque chose de beaucoup plus froid et de sombre. D'ailleurs c'est peut-être parfois un peu pesant, hein, il faut s'attendre à avoir des thématiques lourdes qui sont traitées. J'ai un peu moins aimé la partie poèmes sans héros. C'est une longue phase assez lente où... ouais, je sais pas, j'ai pas du tout accroché. J'en ai d'ailleurs très peu de souvenirs, je pense que je l'ai lu assez rapidement parce que ça me plaisait moins que le Requiem ou les autres poèmes qu'elle a pu écrire. Faible est ma voix, mais mon vouloir ne cède pas. Et même sans amour, je me sens plus légère. Dans les hauteurs du ciel, un vent souffle ample et pur, et mes pensées ignorent la souillure. La servante insomnie a quitté mon chevet, je ne me morfonds plus près de la cendre grise, et sur la tour l'aiguille courbe de l'horloge ne me fait plus l'effet d'une flèche qui tue. Donc le passé sur moi perd son pouvoir. La délivrance est proche, je pardonne en regardant la lumière qui joue sur le lierre mouillé par le printemps. J'ai relu quelques nouvelles de Lovecraft avec ce recueil, Le mythe de Cthulhu. Donc je les avais lus il y a quelques années déjà et j'ai voulu les relire dans le cadre de ma chronique sur l'émission 1 heure et des pixels, où j'ai parlé justement d'un jeu qui était adapté des écrits de Lovecraft. Et ça m'a permis aussi, en relisant ces nouvelles, de prendre conscience en fait de tout le personnage aussi qu'est Lovecraft, parce que vous le savez sans doute, je pense que Lovecraft est quand même un écrivain très à part. C'est quelqu'un qui a été quand même misanthrope, xénophobe et raciste, et je pense que la première fois que j'avais lu ces nouvelles, je n'avais pas forcément conscience de cet aspect là chez lui, et vraiment là en les relisant ça m'a frappé tout de suite, ce mépris qu'il a pour les paysans, le peuple indien, les esclaves, qu'il considère comme des personnes illettrées, qui sont incapables d'être raisonnés finalement, qui se laissent toujours aller à des pulsions, qui sont mises en opposition. Ce sont des personnages qui sont mis en opposition avec en général le narrateur de l'histoire ou le personnage qu'on suit, qui est en général, qui est même quasiment tout le temps un homme blanc qui est écrivain, professeur ou journaliste, ou pas scientifique, je suis pas sûre. Mais voilà, il y a toujours ces figures-là qui sont opposées, et bon, c'est là qu'on se rend compte en fait à quel point Lovecraft est quand même peu recommandable de nos jours comme personne, c'est sûr. Il y a aussi autre chose auquel j'ai pensé après, c'est l'absence totale de personnages féminins qui sont vraiment complètement absents ou totalement anecdotiques dans ses écrits. Donc bon, voilà, c'est un peu des aspects dont je m'étais pas forcément rendu compte à la première lecture. Mais sinon c'est des nouvelles que j'ai beaucoup appréciées. On se rend compte vraiment en le lisant Lovecraft à quel point il a influencé toute la culture populaire, à quel point chacune même des détails anodins, des éléments de ces nouvelles sont des choses qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont, on va dire, des standards si je puis dire de certaines séries, de films, de romans. Ces nouvelles sont très prenantes, on voit toujours des forces surnaturelles, cosmiques qui se mettent en place et qui sont incompréhensibles, qui dépassent la compréhension de l'homme. Et finalement elles font perdre l'esprit aux personnages qui se retrouvent confrontés à ces entités là. Donc j'ai aimé replonger dans l'univers de Lovecraft et ces nouvelles qui sont vraiment
Une littérature que je trouve très riche et très intéressante à découvrir, à relire et à s'approprier, tout en n'occultant pas tous les aspects extrêmement nocifs et toxiques de l'auteur. Je vais poursuivre avec un peu de littérature coréenne. J'ai commencé avec Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-ju, qui a un roman qui, comme son titre l'indique, va nous raconter l'histoire de Kim Ji-young, qui est une femme tout à fait ordinaire qui habite en Corée du Sud à Séoul avec son mari, et elle doit quitter son travail pour pouvoir s'occuper de leur enfant. Et un jour, elle discute avec son mari et de plus en plus elle se met à parler comme si elle était une autre femme, avec la voix d'une autre femme, comme si c'était quelqu'un d'autre. Et le roman va nous expliquer, on va replonger en fait dans la vie de Kim Ji-young, de son enfance jusqu'à son entrée dans le monde du travail, pour essayer de comprendre pourquoi elle a désormais ce trouble, pourquoi est-ce qu'elle commence à se comporter comme ça. Donc on va découvrir finalement son éducation par ses parents, par l'école, par sa mère surtout aussi, et suivre ses études et son arrivée dans le monde du travail. Et tout le long, on va se rendre compte des remarques, des phénomènes d'exclusion, de discrimination qu'elle subit, elle et ses autres comparses, les autres femmes qui l'entourent, voire même des agressions. Et on voit qu'en fait, dans la société coréenne, le rabaissement des femmes se fait dès l'école primaire finalement. Par exemple, elles n'ont pas du tout les mêmes droits que les garçons dans la même classe. Eux, quand ils vont manger au réfectoire, ce sont les garçons qui vont toujours en premier et les filles qui passent après. Ils sont toujours beaucoup plus valorisés que le sont les filles. On tolère beaucoup plus d'écart de comportement chez les garçons que chez les filles par exemple. On voit qu'au fur et à mesure que Kim Ji-young grandit, la société coréenne commence un petit peu à changer, qu'il y a des gens qui se posent des questions, etc. Mais on voit quand même que lorsqu'elle arrive vraiment dans le monde du travail, il y a encore beaucoup de choses à faire, qu'il y a un climat qui est très peu sécurisant pour les femmes. Et on va aussi se rendre compte de tous les sacrifices auxquels Kim Ji-young va devoir consentir pour pouvoir progresser et avancer, et notamment le fait d'arrêter son travail pour pouvoir s'occuper de sa fille. C'est un livre qui a eu un retentissement très fort en Corée du Sud, il est sorti je crois en 2016, et il a même créé la polémique. Alors ça c'est que mon interprétation, mais je pense que c'est pas un livre qui aurait autant de succès en France, peut-être parce que la société coréenne est encore assez conservatrice sur les droits des femmes. Dans le livre, l'autrice elle nous explique que la Corée est encore un pays qui a beaucoup de retard sur l'égalité des salaires hommes-femmes. La Corée est le pays où l'écart des salaires hommes-femmes est le plus important de l'OCDE. Selon les chiffres de 2014, pour un salaire masculin de 1 million de won, le salaire féminin OCDE moyen s'établit à 844 000 won, contre 630 000 won en Corée. The Economist signalait en 2016 que la Corée occupait le dernier rang dans les indices du plafond de verre, empêchant les femmes d'accéder aux fonctions supérieures. Donc il y a quelque chose d'ancré, en tout cas qui est encore très fortement ancré dans la société coréenne, qui visiblement ne veut pas que les femmes accèdent à des postes de pouvoir. Il y a aussi, l'autrice donne vraiment plusieurs chiffres à plusieurs moments, hein. Ça c'était qu'un exemple parmi d'autres. Il y a aussi une petite remarque qu'elle fait à un moment donné que j'ai trouvé vraiment très fine et très pertinente. Depuis qu'elle était devenue femme au foyer à plein temps, Kim Ji-young réalisait que l'attitude des gens devant le ménage était d'une grande hypocrisie. Tantôt dévalorisée, quand on parle juste de rester à la maison, tantôt sublimée, quand on parle de se consacrer à faire croître l'humanité. Mais jamais en évaluant ce travail en chiffres réels, en coûts. Sans doute parce qu'à partir du moment où une chose a un prix, quelqu'un doit payer pour cela. Là je trouve qu'il y a vraiment un écho assez évident à faire, hein, avec ce qu'on appelle un peu le capitalisme patriarcal, où on ne chiffre pas tout le travail des tâches ménagères que font les femmes, le travail de care que font les femmes, et là il y a vraiment un écho à ça qui est proposé par l'autrice. Donc c'était un roman que j'ai apprécié, que je trouve ça très bien qu'il ait pu avoir de l'écho sur plein de femmes coréennes déjà, d'une part, et en plus pour un avis extérieur, ça permet aussi de comprendre, je trouve, certains éléments de la société coréenne qu'on maîtrise pas forcément quand on n'a pas de ce pays-là tout simplement. Une autre autrice coréenne, donc c'est Jeong Yoo-jeong, je sais pas si je le prononce très bien, je parle pas du tout coréen. Cette fois-ci c'est un thriller, Généalogie du mal, que j'ai beaucoup aimé. On va suivre Eugene, c'est un jeune homme qui va se réveiller chez lui recouvert de sang. Il a aucun souvenir de ce qui s'est passé la veille. Il a juste quelques images floues qui remontent à son esprit et des cris de sa mère. Et on va essayer de se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé à ce fils modèle, qu'est-ce qui s'est passé. On va essayer d'alterner en fait entre sa gestion du présent
et tous les souvenirs qui lui reviennent, donc peu à peu les souvenirs de la nuit dernière, et même de son enfance pour essayer de comprendre comment il est arrivé à cette situation-là. Alors sans être une grande lectrice de thriller, c'est un genre que j'aime bien mais que je lis peu, j'ai vraiment trouvé que ce roman était extrêmement bien mené. La quatrième de couverture me dit que c'est d'une grande acuité psychologique, je trouve que c'est exactement ça. On va vraiment suivre tout le cheminement de pensée de Eugene en fait, hein. C'est lui le narrateur, on voit vraiment comment et je trouve que c'est extrêmement bien fait parce qu'on va vraiment suivre tous ses gestes, tous ses détails, je trouve qu'il n'y a rien n'est laissé au hasard finalement. Le début est certes un peu lent, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que l'autrice elle prend le temps en fait de mettre en place le décor, de nous expliquer ce qui s'est passé. C'est aussi assez troublant parce que c'est Eugene qui raconte l'histoire et du coup soudainement on a des bribes de souvenirs qui arrivent, on a un peu du mal parfois à saisir de suite que c'est un souvenir. Mais on va finalement cheminer un petit peu comme ça dans sa mémoire, on va un petit peu dénouer tous les fils de sa personnalité pour comprendre ce qui s'est passé et comment il en est arrivé là. Et donc vraiment j'ai trouvé que c'était extrêmement prenant, vraiment bien mené, ça m'a vraiment donné envie de relire d'autres livres du genre en tout cas, en tout cas de continuer à lire cette autrice que j'ai vraiment trouvé très brillante dans son écriture. Je termine la partie littérature coréenne par une dernière autrice qui s'appelle Kang Ki-young-ae et ce recueil de nouvelles donc, qui s'appelle The Underground Village, qui n'est malheureusement je crois pas encore traduit en français. Alors j'en suis finalement qu'au tout début mais voilà je ne me voyais pas ne pas l'inclure dans cette vidéo puisque bon, c'est en lien avec les autres livres dont je vous ai parlé précédemment. Cette autrice, donc Kang Ki-young-ae, je vais réussir à le dire, elle est très particulière parce que elle est née au début des années 1900 et elle est décédée en 1944 je crois. Et elle a une histoire assez marquante, assez forte, assez dure, puisqu'elle a vécu, elle a grandi en Corée du Nord, donc avant hein, qu'on ait la séparation de la Corée, bien sûr, dans une famille extrêmement pauvre. Elle a réussi à avoir accès à l'éducation pour devenir professeure. Et elle s'inscrit vraiment comme quelqu'un qui rejette le nationalisme, le patriarcat et le colonialisme. Donc parce que le Japon a été occupé à plusieurs reprises, hein, il a été occupé par des seigneurs mandchouriens, puis après il a été envahi par le Japon. Et donc dans les quelques nouvelles que j'ai pu lire, elle va décrire cela, elle va décrire comment, notamment du point de vue des familles paysannes, comment elles se font balloter finalement entre tous les conflits qui traversent la Corée, donc la domination des seigneurs mandchouriens, les oppositions entre les nationalistes coréens et les communistes, et comment finalement les paysans sont dépossédés de tout et se retrouvent au milieu des batailles sans pouvoir rien faire. Ensuite d'ailleurs pour l'instant toutes les nouvelles que j'ai lues ne suivent que des personnages féminins, donc là aussi hein, je trouve que c'est quand même assez marquant parce qu'on va suivre des personnages de mère, des personnages qui vont suivre des épreuves absolument terribles. Il y a une nouvelle moi qui m'a particulièrement marquée qui s'appelle Salt, le sel, qui raconte en fait une femme, hein, une paysanne qui vit avec sa famille, son mari, ses 2 enfants et qui va se faire va voir sa vie complètement partir en vrille parce que voilà son mari se fait tuer, elle va suivre d'autres épreuves absolument terribles par la suite. Et la nouvelle finit d'une façon extrêmement puissante je trouve parce que tout le long du livre elle va, cette femme, cette paysanne, elle va se dire que c'est à cause des milices communistes qu'elle est dans cette situation. Elle va à plusieurs reprises en fait rejeter son malheur, estimer que qu'ils sont la cause finalement de tous les malheurs qui lui arrivent. Et à la fin elle se trouve dans une autre situation qui va être très complexe et elle se rappelle des mots qu'une milice communiste a dit à un moment donné. Et elle va en fait trouver comme une force dans ces paroles-là et se rendre compte qu'en fait par la lutte collective, elle peut finalement reprendre du pouvoir et de la force. Et ouais, j'ai trouvé que c'était une fin extrêmement puissante et vraiment très bien amenée. L'autrice, elle a un style très très beau même d'ailleurs. Je vais vous montrer, il y a un passage qui m'a beaucoup plu. Enfin une expression qu'elle utilise à un moment donné que j'ai trouvé littéralement vraiment très beau. So blue it cooled the eye. Si bleu que ça refroidissait l'œil. Voilà, je trouvais que c'était très beau comme formulation. Donc j'en suis qu'au tout début, mais je suis déjà très interpellée par le style de cette autrice et par la dureté des récits dont qu'elle nous raconte. J'ai personnellement pas vraiment de connaissances sur l'histoire de la Corée. Je connais juste un peu brièvement l'annexion de la Corée par le Japon parce que je m'intéressais à l'histoire du Japon. Mais en tout cas c'est intéressant de le découvrir de ce point de vue là, de voir à quel point les gens à l'époque ont traversé des périodes absolument atroces.
ont vécu des choses horribles et voilà, donc c'est un livre que j'ai hâte de continuer. J'ai une petite mention aussi pour la couverture que je trouve absolument magnifique. En fait, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais le personnage en fait ici qui est dessiné a sur son vêtement dessiné un espèce de village qui correspond apparemment à ces Underground Village. J'ai pas encore lu la nouvelle associée donc je pourrais pas vous en dire plus, mais en tout cas c'est une très belle illustration. Je termine par une bande dessinée très connue, Les Sentiments du Prince Charles de Liv Strömquist, qui est donc une autrice suédoise, et elle va s'interroger sur quel est le sens du mot amour. Alors elle va tenter de répondre à cette question en dénonçant la société patriarcale, la non-reconnaissance et l'exploitation des femmes, tout en s'appuyant sur des références psychanalytiques, sociologiques, des théories et des résultats d'enquête. Elle va mettre en scène des couples des couples politiques, de la vie politique ou de séries qui sont célèbres. Elle fait ça avec beaucoup d'ironie et avec un dessin qui évoque un petit peu la caricature, si ce n'est même, on peut dire, de la caricature. C'est un livre avec beaucoup d'informations, beaucoup de théories qui, je trouve, m'ont apporté plus que ce que je m'imaginais en fait. À chaque fois je me dis oh je vais pas apprendre grand chose et finalement non, il y a vraiment des choses qui m'ont fait me questionner, qui m'ont fait réfléchir, donc le livre apporte en ce sens beaucoup de matériel de matière on va dire à réfléchir, à traiter. Cependant je trouve quand même que c'est une bande dessinée qui est très chargée et pour moi ça nuit complètement à son accessibilité. Il y a énormément de texte, alors c'est pas tant un problème qu'il y ait beaucoup de texte, c'est juste que je trouve qu'il est très condensé, c'est écrit très petit avec une police que j'ai pas toujours trouvé facile à déchiffrer, il y a vraiment quelques mots où parfois je me suis posé la question. Je trouve aussi que la répartition des bulles est pas forcément la plus agréable à suivre. Après ce que j'aime bien c'est qu'elle prend parfois le temps de s'arrêter pour vraiment faire une bulle dédiée avec vraiment que du texte qui est écrit en plus gros. Et ça j'ai trouvé que c'était une bonne chose parce que ça permettait vraiment de saisir les idées importantes, les thématiques importantes qu'elle voulait faire ressortir. Donc ça c'était une bonne chose, mais le reste je trouve vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de choses, c'est très condensé. Donc je suis assez mitigée et j'avais d'ailleurs pour intention première de l'offrir pour Noël, mais je me suis ravisée parce que je me suis dit, pour quelqu'un qui ne connaît pas la bande dessinée, qui n'est pas du tout familier non plus avec des sujets sur le féminisme, c'est peut-être un peu brutal. Donc voilà, je suis un peu mitigée par rapport à ça. Et de toute façon je pense que je le relirai parce qu'il y avait tellement d'informations qu'à mon avis il y a des choses à côté desquelles j'ai pu passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres ou si vous avez des recommandations à me faire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!